pris une balle ici. Et je vois Mike qui se balade comme ça, il marche. Je dis mais c'est quoi En vrai, t'es une des figures du street français qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Quel athlète là, je te dis athlète, donne-moi un nom. Qui? Même si les pompiers étaient déjà sur place, je serais mort. Tout le monde fait comme tout le monde. Et le problème, c'est que vu que tout le monde fait comme tout le monde, bah personne n'avance. Yo, bienvenue au Podcout, le podcast sur le workout. Le but, c'est de s'inspirer et d'essayer d'inviter et d'écouter l'histoire passionnante d'athlètes et de sportifs qui peuvent nous en apprendre plus sur leur vie, sur leur quotidien, sur leurs épreuves. Aujourd'hui, je suis avec l'homme de fer, le Iron Man. J'ai nommé Mr. Virgile, le lieutenant. L'IFS, l'African Style. Virgile, comment ça va? Ça va mon frère et toi? Ça va, on est là. Bon, un plaisir de te recevoir aujourd'hui, mon cher Virgile. Bon, nous on se connaît, ouais. Mais on va essayer à travers ce podcast de te faire connaître un peu plus. Déjà, comment tu vas? Toujours bien, hein. Même quand ça va pas, ça va, hein. Tu connais. Bon, enfin, allez, toujours, c'est important. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les ignares qui ne te connaîtraient pas, hein? Est-ce que tu peux faire ce plaisir-là, s'il te plaît, de te présenter? Ok, bah moi les gars, c'est Anassé Virgile Anthony. Voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai un prénom composé. 32 ans, le bel âge, le prime. Que dire de plus, pratiquant de street workout, street lifting, calisthenics, appelez ça comme vous voulez, depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé avec le Air Sport en 2013 sur les quais. J'ai fait du foot pendant longtemps, j'ai joué à un très bon niveau. Je me suis pas fait les ligaments croisés, hein, forcément. J'ai juste décidé d'arrêter pour m'orienter vers le strict. J'ai fait un peu de boxe anglaise, j'ai touché un peu à tout, vraiment sportivement. J'ai fait pas mal de sport quand même, parce que j'adore le sport. Et puis après, j'ai passé un diplôme de coaching, un diplôme dans l'animation sociale. Là, récemment, j'ai passé un diplôme dans la sécurité privée. On est là, quoi. On est là, hein. Si on revenait à la base un peu, toi, tu viens d'où? Ouais. Parce que nous, on te connaît à Lyon, ouais. Mais toi, tu viens d'où? Moi, je suis né à Caen, dans le Calvados. Ok. Donc en Normandie, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, mon père, il a trouvé un meilleur poste de travail à Sarcelles, dans le zoo. Donc, changement drastique, tu passes de la Normandie au Banks tout de suite. Et ouais, j'ai vécu à Sarcelles jusqu'à mes 13 ans à peu près. Sarcelles, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, région parisienne? Ouais, région parisienne, 195, la banlieue 95. Ensuite, j'ai fait une petite transition dans la campagne flashère. Donc, je suis allé vivre avec ma mère qui s'est mariée avec mon beau-père, qui vivait un peu en campagne. Donc, j'ai fini mon deuxième et troisième trimestre de quatrième dans un collège Lire et Lampe. Donc, la particularité de ce collège, c'est que j'étais le tout premier noir. Donc, y a pas mal de choses à dire dessus aussi. Parce que, j'ai vécu pas mal de choses déplaisantes à un très jeune âge déjà. Et après, troisième, je l'ai vécu à l'Idabo, donc dans le 38, dans l'Isère. J'ai fait mon lycée à Bourgoin-Jallieu, toujours dans le 38, dans l'Isère. Et je suis arrivé à Lyon, j'allais avoir 19 ans. J'ai eu mon premier appart à Lyon quand j'avais 19 ans à l'époque. Ok, ouais. Donc nouveau Lyonnais, quoi. Ouais, nouveau Lyonnais. Ouais, même si ça fait maintenant un petit peu de temps. Ouais. Un petit peu de temps. Ok. Et comment Virgile de Sarcelles, il arrive dans le street? C'est quoi l'historique un peu? Le strict, moi, il faut savoir que j'ai commencé la muscu à 18 ans. Mon but, c'était de devenir Schwarzenegger. Hein. Moi, je vous dis direct, c'était les gros pecs, le gros dos, les grosses épaules. Voilà, j'étais pas forcément à l'aise avec mon physique à l'époque. J'avais pas honte de mon physique, mais j'étais pas à l'aise quand je me regardais dans le miroir. Je me dis, c'est pas à ça que je voulais ressembler. Donc, j'ai commencé la muscu vraiment dans un but de devenir Arnold. Le strict, j'étais à Lyon, j'ai commencé une préqualification BPGEPS, donc APT, donc pour être animateur social professionnel. Et à l'époque, pour la petite anecdote, j'étais avec Gaël Warcouter. Donc Gaël Warcouter, ceux qui ne connaissent pas, c'est un Suisse. J'ai commencé le strict avec lui. Et moi,
Du coup, tu as commencé en Suisse? J'ai commencé à Lyon. En fait, Lyon. lui, il était à Lyon avec il moi était à Lyon, à ok. Perfit. Ouais, voilà, c'est un Suisse, mais il était à Lyon avec moi à Perfit. Moi, j'avais déjà vu des vidéos en fait tournées de strict d'Hannibal Forking, de Zev, des gens comme ça et tout, mais c'était surtout Hannibal hein, qui avait grave tourné sur M6. Je me disais, mais c'est qui ce Renoir là qui fait des drapeaux là, c'est quoi ces mouvements là? Moi, carrément, pour moi, ça existait même pas, tu vois. Des tractions à une main, moi j'avais vu ça dans les animés Baki, je me disais, ça existe vraiment. Et je dis, tiens, vas-y, ça m'intéresse, j'ai envie de faire ça. Mais je savais pas qu'à Lyon on faisait ça. Et à l'époque, je fais un tour entre midi et deux, je fais un tour en ville, c'est en plein été, on était en juin, je me rappelle. Et il y avait les Boudjert à l'époque, qui étaient passés sur un Crop Talent, qui distribuaient des flyers en fait dans la ville, en mode venez sur les quais, faire du street workout, venez découvrir et tout. Moi je tombe par hasard sur un des Boudjert qui donne un flyers, je dis oh, mais c'est le truc que j'ai vu à la télé ça. Et en fait je regarde sur le GPS de mon téléphone, je vois que c'est à 10 minutes à pied. Je dis à Gaël, viens, on va faire un tour, on va voir et tout. Il me dit, vas-y, on va faire un tour après les cours. Donc, on finit les cours vers 16h30. On va direct, tu vois. Moi, ça y est, en cours, j'écoute même pas le prof. Je me dis, j'espère à des gens, ils font des drapeaux là-bas, ils vont m'apprendre des trucs et tout. Et ouais, j'arrive sur les quais et la vision sur les quais, moi, je me rappellerai toujours. Hein. J'arrive, mais je crois que t'étais là, jour-là, en plus. Mais celui que je me rappelle le plus, c'est Mike. Tu vois, Mike, c'est un pote à nous. Lui, c'était un bodybuilder, tout calisthenicseur. C'est le premier mec qui faisait 100 kilos qu'on voyait tenir en drapeau comme ça. C'était incroyable. Un truc de fou. Et en fait, moi, j'arrive, je vois que des Renois torse nu, costauds, des dos comme as. Oh, même à la salle de muscu, je vois pas ça. Et je vois Mike qui se balade comme ça, il marche. Je dis, mais c'est quoi ce zoo là? Je suis où là, tu vois? Et je descends. Et moi, tu vois, je suis un gars du Banks, donc moi, j'ai pas d'a priori sur les gens, je suis habitué. Et en fait, je descends et je dis, vas-y, c'est sûr, c'est des gars cool. Et en fait, je commence à parler avec lui et je vois, en vrai, c'est un gars cool. Et je dis, ouais, les gars, je suis venu découvrir la discipline et tout. Ils me font, vas-y, viens t'entraîner avec nous, tout ça. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et ouais, au fur et à mesure, la semaine, je venais. Du coup, j'ai rencontré Yous, après, je t'ai rencontré toi. J'ai rencontré Coco, Nabil, Oussam, toute la clique et tout, Raïm, tout ça. Et ouais, j'ai commencé comme ça. Après, on a commencé à se matrixer. On a commencé à faire nos premières compètes, nos joke training. Oh, pour la petite anecdote, il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui me connaissent pas trop. Mais moi, je suis un peu le Nindaime du street workout, tu vois, la politique conservationniste, tu vois. Et moi, quand on m'avait présenté Virgile à l'époque, j'ai dit, moi, je veux pas de lui dans mon équipe. Lui. Moi, je le veux pas, tu vois. Tu connais le Nindaime, clairement, le deuxième Okage direct. Il avait dit, non, on veut pas d'Ushiwa chez nous. Et finalement, on avait discuté et tout. Et puis finalement, il avait intégré. Donc, il a failli passer à côté. Ouais, parce que pour la petite anecdote, moi je voulais pas d'équipe de base, parce que dans ma tête, pour moi, les teams c'était, vas-y, à un moment donné, ça va partir en clash, tu vois. Il va y avoir un souci d'ego, un truc comme ça. Et moi, vas-y, j'aime trop ce sport. J'ai envie d'aller le plus loin possible et de développer vraiment une amitié. Et voilà, même derrière, garder un certain professionnalisme, parce que les gens avec qui tu t'entoures dans ce milieu-là, ça peut devenir des associés en affaires, dans le business et tout. Et donc quand je parle à Yous au début, c'est un peu la vision qui m'explique, tu vois. On me dit, ouais, t'inquiète, on va être des frères, machin et tout. Moi je dis, gars, des histoires de frères là, je vois déjà ça s'embrouille par là. Moi je suis pas dedans. Moi déjà je suis arrivé à Yalon il y a pas longtemps. Moi je veux juste faire mon sport, je veux juste développer mon physique, juste développer mes performances sportives, t'as vu, pour moi-même. J'ai pas trop envie de me mêler à ça. Et en fait, j'ai vu que Yous, il était pas spécialement comme... je vais pas citer de nom, mais comme certaines personnes que j'ai pu connaître sur les quais qui étaient dans des teams adverses, tu vois. Si je peux dire le terme adverse, c'est pas vraiment une team adverse. Et ouais, après, derrière, je rencontre Rudy, je rencontre Coco, je rencontre plein de gens. Et au final, je me dis, bon, vas-y, c'est quoi, ça vaut le coup. Finalement, je vois qu'il est dans un délire plutôt... un peu comme moi, tu vois. Donc, ouais, on va essayer. Au final, 12 ans plus tard, on est là, podcast. Hein. Et du coup, comment t'as pu atteindre ton niveau de alors, je sais pas comment on peut dire ça, de notoriété dans le street, ouais. Parce qu'en vrai, ce qui est bien, c'est que les gens ils te connaissent. On sait qui c'est. Je dis Virgile.
Tu vois, tout à l'heure, on parlait avec un gars, on dit Virgile, Virgile, je vois qui c'est, tu vois, tout de suite. Donc, comment t'es arrivé de Virgile qui vient d'arriver ici à Virgile, on sait qui c'est, et en vrai, t'es une des figures du street français qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Comment t'en es arrivé là? En vrai, déjà, moi je trouve déjà c'est un truc de ouf parce que en vrai, le sport qu'on fait, il est grave ingrat un peu. Donc, que les gens me connaissent et tout, tu sais, moi des fois je réalise pas en vrai. Des fois, ça m'arrête à Lyon, on fait une photo. Je suis pas Zidane, tu vois, mais vas-y, ça fait toujours plaisir. Et comment j'ai pu atteindre ce niveau de notoriété? En vrai, bah, je pense les berges déjà, des vidéos qu'on faisait sur Facebook, Soldats du Quai, le fait qu'on se déplace en compétition, le fait que, vas-y, en plus, on arrive 2013-2014, on prend le no joke, tu vois, 2 ans consécutifs, donc du coup, ça commence à faire parler de nous et tout. Et on va dire, moi, à titre personnellement, là où j'ai vraiment pété, moi, il faut savoir que j'étais fou à l'époque. Ça veut dire, moi, j'avais toujours je me réveillais, je pensais strict workout matin, midi, soir. Même mon travail, il était rythmé de sorte à ce que je finisse à une certaine heure pour que je puisse aller m'entraîner, voir mes gars, passer du temps avec mes gars, travailler mes planches, travailler mes figures. Ouais. Je vivais que par ça, j'étais fou, j'étais matrixé. Et dans ma matrix, je me suis dit, en vrai, il y a des trucs à faire. On peut tenter des figures, on peut dire, vas-y, on a développé un physique quand même, on a développé une certaine force. Tiens, vas-y, je vois des trucs dans le cirque là, les gens ils sont là, ils se mettent sur les gens à Einstein, machin et tout. Nous aussi on peut faire ça, tu vois. En fait, j'ai commencé à rêver un peu de ce genre de conneries. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, il y a la figure du front. En vrai, je vois qu'on a beaucoup fait avec une personne, mais en vrai, je trouve ça simple. Viens, je rajoute une deuxième personne, tu vois. Et du coup, je commence à faire le truc, je teste sur les quais, ça marche tout de suite. Je prends 2 gars qui ont un front bien solide, big up Oussam et Anthony, tu vois. Et en fait, je fais une photo, je la mets sur Facebook. Pour moi, c'est une photo, hein, c'est juste, voilà. À l'époque, on aimait bien les petits likes et tout, machin, ça va liker, la daronne, elle va voir, le daron, il va voir, il va être content, les potos, ils vont partager et tout. Et ouais, ce jour-là, je me rappelle, hein, j'étais en soirée chez une collègue d'animation, on avait fait une petite soirée entre collègues. On était en train de regarder American Nightmare. Là. Et 1h du matin, ma collègue de boulot, elle se connecte sur Facebook. Et en fait, elle voit ma photo qui tourne. Mais elle voit, c'est une page, je sais même plus te dire c'est quoi la page, tu vois. Elle dit, mais c'est pas toi ça, Virgile? Je fais, si. Je fais, mais c'est pas mon compte ça. Elle fait, mais frérot, il y a 73 000 likes sur ta photo. Je fais, quoi? Du coup, je regarde comme ça. Et en fait, Franck Medrano, c'est une grosse figure emblématique du street workout aussi. Vrai. Un des tout premiers mecs vraiment solides, gainage, diète, plein de followers. Lui, à l'époque, il avait 5 millions de j'aime sur sa page Facebook. Et en fait, il est tombé sur ma photo avec les hashtags et il a partagé. Et en fait, mon Insta, il a pété. Genre, je sais pas, je crois que j'ai dû prendre 15K en 2 heures, 3 heures, je sais même plus en vrai. C'était la folie. Genre, moi, je me rappelle, je me connais sur Instagram, je fais, c'est quoi les cas? Mon collègue, il me fait, mais t'as 15K. Je fais, mais non, en gros, je peux pas avoir 15 000 personnes. Il me dit, si, t'as 15 000 personnes. Et en fait, il a partagé. Derrière, je lui envoie des messages. Je lui dis merci et tout. Et il m'a envoyé, je me rappelle, j'ai toujours ces messages. Il m'a dit, ouais, franchement, c'est super inspirant ce que t'as fait. Et ouais, en fait, ça a démarré comme ça. Après, bah, j'ai commencé à faire des partenariats sur les réseaux. Au début, c'était les marques de montres, les marques de vêtements. Ça a commencé un peu à faire des trucs sportifs. Ensuite, j'ai refait le même concept. J'ai rajouté un mec sur moi en drapeau. Il a repartagé encore. J'ai repris encore des followers. Je dis, oh. Et en fait, à titre perso, ça s'est lancé comme ça. Après, bah, j'ai fait pas mal de rencontres dans ma vie sportivement. Chloé Lanchois, Tristan, vraiment pas mal de monde. Et ces gens-là, ils étaient déjà bien dans le game. Et du coup, bah, Bulk Powder, à l'époque, c'est une marque qui me voulait. Et Tristan, il était chez eux. Et il a fait passer mon nom. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Le manager, il m'a appelé un dimanche. Il m'a dit, tu veux signer? J'ai dit, vas-y, je signe. Il m'a proposé un contrat, un salaire, etc. Je suis rentré dans le truc et j'ai commencé mes premières vraies expériences, on va dire, en tant qu'athlète pro, si je peux dire comme ça, en 2017. Donc, j'ai été sur le salon du fitness directement à côté. J'ai été propulsé en vrai. C'était un truc de ouf parce que moi, l'année d'avant, j'y étais en mode je viens, je suis un visiteur et je fais les trucs, on est ensemble et tout, on fait les bails. Et l'année d'après, je me retrouve sur un stand où c'est les gens, ils viennent prendre des photos avec moi. Je me dis, ouais, c'est un truc de ouf, tu vois. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Ensuite, derrière le bulk, moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui consomme des produits dans le sens où je prends pas de protéines, je prends
pas mal de choses que je touche pas. J'en ai pas spécialement besoin. Du coup, Bulk, c'était une gamme c'était une marque à l'époque où leur gamme qui était vraiment développée, c'était la gamme des produits. Moi, comme j'en prenais pas, j'avais pas envie de faire des pubs mensongères sur les réseaux à dire ouais, prenez la créatine, prenez tel booster télé. Tu vois, je me voyais pas faire ça. Je faisais que des marques, des pubs sur les vêtements. Mais leur gamme de vêtements, elle était pas très développée à l'époque. Il y avait 2-3 débardeurs, 2-3 survêtements. Donc le manager Bulk, qui était voisin avec le manager MyProtein. MyProtein me voulait aussi. Il m'avait contacté, mais ça s'était mal passé parce que le gars qui m'avait contacté, il m'avait clairement pris pour un bouffon, faut le dire. Donc j'ai pas donné suite à leur échange. Alex derrière, qui était manager MyProtein, il m'a dit ouais mais nous on le veut depuis un moment, machin et tout. Et du coup Buck il a dit bah écoute, je pense qu'il serait mieux chez vous parce que vous avez une gamme de vêtements qui est plus développée et lui c'est son truc. Donc ça s'est fait comme ça. Donc le jour au lendemain pareil, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 an et demi je crois chez Bulk. Et ensuite MyProt ils m'ont récupéré et là je suis toujours chez MyProtein. Et ouais, MyProt c'est une expérience de ouf, hein. J'ai été le premier français à faire une pub pour leur gamme de vêtements. Je suis allé à Liverpool, j'ai rencontré des athlètes anglais, des trucs, du matos, t'as des caméras qui coûtent 30 000 €, mec, c'est... Expérience de ouf. Ouais, expérience de ouf. Expérience de ouf. Et moi qui ai commencé strict en mode, ouais, je suis juste un gars du quartier qui veut faire des compètes avec ses potes, se faire plaisir, gagner des katanas, gagner des trucs et tout. Bon, au final, tu te retrouves propulsé au devant de la scène avec des mecs qui ont des 1 million de followers et tout. Tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois. T'arrives, tu te fais maquiller, on t'apporte le petit déjeuner. Tu dis, oh, c'est une vie de fou en vrai, tu vois. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a tout ce côté un peu développement autour de ton image, ouais. Mais je pense aussi que si toi aujourd'hui tu as une notoriété, après tu me dis si je me trompe, ouais. Je pense que c'est aussi dû à ta personnalité, tu es atypique, tu vois. Physiquement, même au niveau de la personnalité, on sait qui est Virgile, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que ça, tu me corriges si je suis bon, je pense que ça aussi ça a aidé à ta notoriété, je pense. Ça joue, moi, de toute façon moi je suis un peu pareil, on a des gens en parlent vrai, tu vois, on va pas s'inventer des vies, on va pas mentir à dire qu'on a fait des trucs qu'on n'a pas fait, ça sert à rien. Et on se laisse pas faire non plus, hein. C'est pas parce que moi je rentre pas dans les clous personnellement, c'est-à-dire je dis ce que je pense, si t'es pas d'accord, je l'entends, si t'es d'accord, tant mieux. Mais je vais pas faire semblant d'être une personne que je ne suis pas pour te faire plaisir, tu vois. Je vais dire ce que je pense. Et moi, j'ai toujours gardé ce truc. Et vis-à-vis des réseaux, je suis toujours resté un pied dedans, un pied dehors, tu vois. Par exemple, j'ai pas arrêté de faire mon travail. Voilà, moi, à l'époque, j'étais animateur social professionnel. J'étais en CDI, ça me plaisait énormément. Moi, j'adore travailler avec des enfants. J'ai pas eu une enfance facile, donc... servir un peu de grand frère, de père, on va dire, pour certains enfants qui peuvent avoir le même vécu que moi j'adore ça. Donc j'allais pas m'impliquer plus que ça dans les réseaux, à essayer d'avoir des millions de followers, machin et tout. Moi c'était, je prends ce qu'on me donne, mais en même temps je reste dans la vie réelle, parce que demain tout ça, ça peut s'arrêter. Demain Instagram ça disparaît, t'es personne, tu vois. Demain Facebook ça disparaît, t'es personne. Donc j'ai toujours gardé ce truc-là dans ma tête, et voilà, après c'est l'éducation aussi, hein. Moi j'ai eu des parents, ils ont grandi en Afrique, c'était pas forcément facile, c'était la galère. Ma mère elle a galéré pour me récupérer, elle a fait la guerre, elle a tout perdu au bled. Donc quand tu grandis dans ce genre d'environnement, t'as vite les pieds sur terre en fait. Donc tout ce qui est lié un peu à une vie fictive, ça reste fictif, parce que tu peux l'avoir comme ne pas l'avoir. Moi j'ai passé un diplôme, j'ai l'État qui m'a financé un diplôme parce que j'ai travaillé, vas-y, je vais bosser dedans. Voilà. Même si je gagne pas des milliers, des cents, au moins j'ai un travail fixe. Je côtoie des gens tous les jours, ça me permet de rester les pieds sur terre. Et derrière, si je peux faire mon business avec les réseaux sociaux, petit à petit, etc., je vais le faire. Mais je vais pas mettre un pied dedans à fond, pas me lancer comme ça. Pas envie. J'avais même pas cette pensée en vrai, tu vois. Moi, les choses se sont faites naturellement. Voilà, ça fait naturellement. Ok. Et du coup, maintenant qu'on connaît un peu plus ton cheminement, ton histoire, tout ça, pour moi, on parle d'athlètes qui inspirent. Toi, c'est qui un peu qui t'inspire? Alors, tu as parlé un peu d'Hannibal, tout ça, mais on va parler du passé et d'aujourd'hui. C'est quoi un peu ta motivation? Tu prends la motive de qui
Et c'est qui t'inspire vraiment en tant qu'athlète, en tant que sportif? Voilà, tu prends où ta source d'inspiration? Bah déjà, moi, ma première source d'inspiration dans le workout, bah, forcément, c'était Hannibal. Hein. Hannibal, Juice, Zef, vraiment tous ces gars-là qui étaient déjà très forts à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui. Mes gars, soldats du quai, mes gars, bien sûr, on se matrixait, on se motivait. Des fois, on allait en soirée, on sortait de soirée, on était encore un peu d'alcool dans le gosier, on allait quand même s'entraîner. Donc forcément, mes gars, ma mère, malheureusement qui est décédée aujourd'hui, mais ma mère, je voulais qu'elle soit fière de moi par rapport au sport. Elle m'a toujours vu dans le sport, elle m'a toujours vu réussir ma vie dans le sport. Donc je me disais, je peux pas la planter. Tu vois, si ça me permet d'avoir de l'argent, si ça me permet de bien gagner ma vie, ça me permet de la mettre bien, je peux pas la planter. Et ça m'a permis de la mettre bien dans un sens. Donc, ouais, ma mère, ma famille, les gens qui croient pas en moi, ça c'était ma motivation, ça, parce que moi j'aime bien déjouer les pronostics. Donc, ouais, tu crois pas en moi, tu crois que je vais rester toute ma vie maigre, tu crois que je vais rester toute ma vie comme tu voudrais que je sois, bah ok, vas-y, on se donne 5-6 ans, on se revoit dans 5-6 ans. Quand tu m'appelleras pour prendre des coachings, tu vois. Donc, lourd en vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Et ouais, après, bah, tous les gars, les All Bars, Zod, c'est un très bon ami à moi, Zod. Qui aussi m'a matrixé. Ludo, Kizo, Omar. Omar, je me rappelle, c'était un des tout premiers poids lourds grands qui avait le front. Moi, je me disais, vous voyez, vous disiez, on peut pas l'avoir et tout. Même toi, en vrai, Backlover, tout ça. Donc, ouais, vraiment, on va dire les inspirations de notre génération. Hein. Les inspirations de notre génération, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Loops, le gars du handstand. En plus, derrière, tu t'apprends qu'il est malade, tu te dis, oh là là, t'as pas le droit de te plaindre, tu vois. Et ouais, plein de gens, en vrai, plein de gens de notre génération. Et ouais, ce qui m'a surtout motivé, c'est le fait qu'on est tous parfois un vécu similaire sans le savoir, mais en fait quand tu arrives pour t'entraîner, il y a ta vie et il y a ta vie à l'entraînement, tu vois, et tu mets tout ça de côté et tu t'entraînes. Voilà, tant que t'as pas fini tes pyramides, tu rentres pas chez toi. Tant que t'as pas fini ça, tu rentres pas chez toi. Et c'est tout cet engrenage là, ça m'a matrixé. Après, t'as aussi un peu l'arrivée des réseaux sociaux, tu vois, tu veux faire des vidéos, tu veux montrer de quoi t'es capable. Donc c'est vraiment tout un panel qui m'a donné la motivation nécessaire jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, mes inspirations d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment beaucoup d'inspiration aujourd'hui, mais j'ai une énorme reconnaissance et surtout un énorme respect pour la nouvelle génération dans le freestyle, parce qu'il y a des mouvements que nous on a tenté de faire. Franchement, on a failli aller à l'hôpital dans le coma, c'était terrible. Aujourd'hui, quand je vois les gamins, ils ont 18-19 ans, ils se balancent, ils tournent 3 fois dans les airs avant de rattraper la barre. Ils progressent à une vitesse. Mais tu vois, ça c'est bien parce que ça fait le lien avec la prochaine question que j'ai pour toi, justement. Mais avant, tu vas te mouiller. Moi, je veux que tu te mouilles un peu. Dis-moi. Tu vas me citer un nom d'athlète qui te motive. Là, tout de suite, tu dois donner un nom d'athlète. Là, tout de suite, Zod. Ok. Pas forcément dans le street, hors du street. Zod. Hors du street, j'ai dit. Hors du street. Hors du street. Hors du street. Il faut que tu te mouilles un peu. Quel athlète là, je te dis athlète, donne-moi un nom. Qui est chaud, qui te chauffe là? Jude Bellingham, footballeur. Ok. Pourquoi parce qu'à un très jeune âge, il a beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il est jeune. Pas évident d'aller au Real Madrid et de porter le maillot de Zidane. Pas du tout le même rendement que Zidane, hein, forcément, mais très impliqué, très discret. Pas quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux. Célébration emblématique. Drogba, tout le monde l'a déjà fait, mais lui, il a su vraiment mettre son truc. Puis t'arrives au Real Madrid, t'arrives dans le plus gros club du monde, t'as 20 ans, tu finis meilleur joueur de la Liga, meilleur buteur du club, tu gagnes une Champions League, t'emmènes ton équipe nationale en finale, encore, ok vous perdez, mais tu l'emmènes en finale. Chaud, très chaud, très très chaud. Beau gosse, mannequin, grand, tu vois. Jude Bellingham en vrai. Inspiration. Ouais. On reprend, maintenant que je t'ai coupé. Du coup, ouais, tu me disais un peu la vision du street un peu que t'as actuellement. Ouais. Tu parlais des jeunes notamment, je te laisse reprendre un peu quelle est ta vision un peu. Bah ouais, j'ai une grosse reconnaissance pour les jeunes parce que
ils poussent le sport qu'on a commencé nous à un niveau encore plus extrême. Et je pense que pour la génération d'après eux, ça va être encore autre chose. Moi là, je m'attends à ce que dans 10 ans, il y a un mec qui arrive à tourner 4 fois, de toute façon ça va se faire là bientôt, que ça tourne 4 fois autour de la barre avant de la rattraper. Et puis ouais, ils sont très jeunes, ils progressent vite à un jeune âge. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils passent derrière nous. Donc nous, on a des vidéos, on a On a fait le no-rep pour apprendre le rep. Exactement, on a fait le no-rep pour apprendre le rep. On s'est fait insulter et suer en compétition pour que eux ils puissent pas subir le même sort. Et voilà, moi quand je vois des gamins, j'ai un gamin là sur les réseaux que en ce moment j'aime beaucoup. C'est un petit asiatique qui s'appelle Clément. Il a 22 ans, il dit ça 142 kilos mec. Tu te rappelles nous à 22 ans quand on avait mis la ceinture lestée un giga gym là-bas là. Ouais, je crois qu'on avait posté il y a pas longtemps une vidéo. J'avais mis 40 kilos, je me rappelle, j'avais dit oh c'est chaud. Le mec il a 22 ans, il fait un dips à 140. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ça a évolué de fou quoi. De ouf. Et même il y a de plus en plus de jeunes qui se certifient de plus en plus tôt, qui font des formations de coaching ou qui sont moins ignards que nous. Parce que aussi la génération fait que ils vont plus se renseigner sur internet, ils viennent plus prendre conseil auprès des anciens pour dire ouais excuse-moi Virgile mais avant tu faisais ça, comment on fait machin et tout. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins d'ego. Il y a un peu moins d'ego, ouais. Il y a moins d'ego. Mais d'un autre côté, tu me dis, tu confirmes, ouais. Il y a moins d'ego mais il y a moins de personnalité aussi. Ouais. Tu vois, il y a plus de personnalité. Comme on en parle souvent, nous on a connu une époque où il y avait des monstres, mais c'était des noms, tu vois ce que je veux dire. Là, il y a moins de noms, mais il y a plus de progression. Ouais. Voilà. C'est une autre époque, quoi. Il n'y a plus d'ego, tout le monde fait comme tout le monde. Et le problème, c'est que vu que tout le monde fait comme tout le monde, personne n'avance. Parce qu'il n'y a personne qui va se lever. C'est quand tu as une personne qui se lève pour dire ouais, moi je suis pas d'accord avec ça, tout le monde est d'accord avec lui. Hein. Mais non, par exemple, on va parler du street lifting, les coudières, les genouillères, qui pour moi s'apparentent plus au power qu'au street lifting. Moi, je fais partie des gens qui vont continuer à dire c'est pas bien ça. On n'a pas besoin de ça pour performer. Tout le monde va me dire ouais t'as raison, mais vu que l'autre quand j'arrive en compétition, il met ses coudières, moi j'ai envie de mettre mes coudières aussi parce que je m'en envie de perdre. Ok. D'accord. Ça s'entend, hein. Mais si tu sais au fond de toi que j'ai raison, pourquoi tu commencerais pas à dire la même chose que moi? Parce que toi tu vas dire la même chose que moi. Ton gars derrière qui sait aussi qu'on a raison, il va dire la même chose que nous. Et ton gars derrière encore. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver un équilibre. On va pouvoir dire bon, on gagne pas de sous, on gagne des coupes, donc c'est bien, hein. Tu étais champion de France, tu es champion d'Europe, du monde et tout, mais il n'y a pas de sous. Tu dépenses 400 € pour tes Airbnb, tu dépenses de l'essence, tu dépenses 100 € pour tes billets de train. Maintenant il faut dépenser 200 € pour déjeuner Inzer, il faut dépenser 200 € pour des coudières MPC, je sais pas quoi là, parce que grâce à ça ton bras là il lève plus vite. Faut dépenser chaussures d'haltérophilie, le short aussi. Maintenant on va commencer à mettre des shorts qui sont en lin, tu vois, pour pas trop transpirer des cuisses. Non, faut arrêter un peu. Donc si tout le monde commence à avoir le même discours, comme nous on avait ce discours là avant, je pense que la discipline elle va redevenir ce qu'elle était. Et ce sera même plus beau à voir. Moi, j'en ai marre de voir des gens dipser à 150 kg avec des coudières. C'est pas beau, en plus, c'est vilain. Des Power Rangers, là, c'est avec vilain. L'équipement, là. C'est vilain. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis de la génération Adams Row, mec. Adams Row, tu vas en Serbie, là-bas. Alors, déjà, tu gagnes un peu de sous. Et en plus, tu vas en Serbie, là-bas, avec les soviets, là, tout ça, là. Tu fais du squat full row, fesses sur mollet, 3 secondes de pause, tu remontes. Il faut voir les mecs qui mettent 200 kilos là, t'as envie de dire ok, strict lifting. Parce que dans le mot, il y a strict. Voilà. Déjà, très peu de gens maintenant s'entraînent dehors. La faute justement au fait qu'on fasse du strict lifting. Donc je peux comprendre que ce soit chiant de trimballer des poids dans son coffre ou sur soi. En plus, maintenant, il y en a, ils chargent. Donc oui, tu vas pas te trimballer avec 180 kg pour aller dipser sur les berges du Rhône, forcément. Donc je peux comprendre que les pratiquants de street lifting en fassent de plus en plus en salle. Mais les freestylers qui s'entraînent uniquement en salle de gym alors que vous faites du strict workout, les gars, moi, j'ai des vidéos de moi où je tombe. Hein. Ou si j'avais pas une bonne musculature, je pense que je me serais brisé le dos, tu vois.
on a district. Donc il y a plein de trucs qui se perdent un peu. Et de toute façon, moi, en vrai, je te le dis, je pense que les gens sont au courant, c'est ma dernière vraiment année de strict en compétition, parce que je me vois plus, en fait, dans le strict nouveau. Tu te reconnais plus, toi. Je me reconnais plus. Et puis, de toute façon, moi, je suis un gars, j'aime le sport. J'aime pas que le strict workout, j'aime le sport. Donc là, par exemple, je me suis inscrit à l'athlète en début d'année, donc j'ai repris l'athlétisme. Par rapport à mon futur métier, on en reviendra après, je vais me remettre au sport de combat. Donc je continuerai toujours à faire du strict workout, mais ce sera à titre individuel. Ce sera plus pour aller me donner en compétition, etc. Et puis j'ai plus... Ça me manque, l'ancienne génération, tu vois. On n'est plus hypé comme avant. Tu vois, maintenant je vais à des compétitions, des fois c'est moi qui prends le micro pour speaker. Heureusement que je le fais, quoi. Sinon ça dort un peu. Ça dort en fait. Vous voulez que votre discipline elle soit sponsorisée par Red Bull, vous voulez être des grands, vous voulez être payé 10 000 euros par compétition, mais vous n'êtes même pas capable de donner de la voix pour quelqu'un qui est en train de réaliser 25 muscle-up tricks sous vos yeux. C'est vrai que ça dort un peu. Comment est-ce que tu veux qu'on avance? Donc je vais me retirer avant de péter un câble, carrément. Puis c'est bon, tu vois. Ok. On va parler un peu d'autre chose. Parce qu'on a eu justement ta vision un peu sur le street, etc. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir le coup d'œil extérieur. Hein. Enfin, intérieur, puisque tu es dedans, mais extérieur à moi. Et peut-être à d'autres. Et c'est quoi un peu tes autres passions? Parle-nous un peu de ce que tu fais à côté. Je sais que tu fais un peu de photos, vidéos, tout ça, machin. C'est quelque chose que tu aimes bien? C'est quelque chose que tu veux professionnaliser? On en est où, Virgile, là-dessus? Moi, j'aime bien... ma passion primaire, c'est voyager. J'aime bien voyager, donc j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu de la chance. Ma deuxième... C'est devenu une passion. C'est tout ce qui est modèle photo, mannequinat, vidéo... tout ce qui est acting, etc. Donc ça c'est en partie grâce à toi aussi qui m'a un peu boosté à ce niveau-là, tu vois. Et c'est quoi que t'aimes bien là-dedans, toi? Le fait de jouer un rôle, tu vois. Le fait de jouer un rôle, des fois ça permet un peu de se libérer un peu l'esprit. Tu vois, quand tu poses pour une photo et qu'on te dit sois triste, sois énervé, sois content, etc. C'est de l'acting, quoi. C'est de l'acting. Moi, tu me connais pas, tu me vois dans la rue, tu vas dire, je parle pas. Moi, je suis toujours visage fermé, écouteur, j'avance tout droit et tout. Et là, ça me permet un peu de sortir de mon registre. Et ouais, je me suis découvert une passion pour l'acting. J'aime vraiment ça. J'ai toujours aimé ça, mais là, ces derniers temps, je me suis vraiment découvert une passion pour ça. Et du coup, je vais pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, mais j'ai un projet autour de ça. Qui, si tout va bien, paraîtra en fin d'année. Donc on va essayer de se professionnaliser dedans. Si je peux prendre des cours. T'as vraiment l'objectif de te diriger vers ça. Là, pour dire, en ce moment, je postule à tous les castings. Regarde là. Avant de venir là, à ton podcast, là, j'étais sur mon téléphone. Et je tombe sur... c'est le hasard de ouf. Hein. Je tombe sur un pote à moi, un rappeur, qui vient de se faire partager par Culture. C'est une grosse page sur Insta. Et ils ont partagé le casting de la saison 2 de La Cage. Mec, j'ai postulé direct, gros. J'ai postulé direct, alors que j'ai pas une grande expérience dans des films Netflix. J'ai pas joué dans des films Netflix et tout, mais ça fait plus de 10 ans que je fais de la figuration. J'ai fait pour Apple. Je fais pour MyProd, j'ai fait pour Gymshark, j'ai fait pour Puma, j'ai fait pour je sais pas combien de bonnes marques. Je dis, mais en vrai, vas-y, je vois le casting, je vois, il y a marqué expérience préalable, très bon niveau sportif, entre 25 et 35 ans, j'ai postulé direct. Cash, j'ai rien à perdre, tu vois. Et en fait, en ce moment, je fais que ça, je postule à tous les trucs où je me dis, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Je postule, s'ils me prennent, et moi, je suis le genre de gars déter, je vais m'enfermer dans ma chambre, me mettre face à la caméra et répéter la scène 15 fois. Parce que je me visualise dedans, tu vois. Hyper intéressant, ça. Le mannequinat, pareil, j'ai avancé aussi. J'ai signé dans une agence suisse. Pas facile le mannequinat parce que, encore une fois, il faut être dans les clous. Moi, il y a des choses que je ferai pas. Je vais pas poser nu pour un photographe juste pour qu'il me rencarde sur un prochain défilé de mode. Ça m'intéresse pas. D'accord, je vais garder ma dignité. Donc, c'est pas facile. Du coup, quand tu décides de garder ta dignité, chose que pas mal d'êtres humains en 2025 non plus, tu sors des clous.
Voilà, donc et puis j'ai une carrure, hein. Ok, je suis pas large, je fais pas du XL en vêtements, etc. Mais par rapport à des mannequins qui recherchent vraiment longiligne, etc. J'ai une certaine carrure. Plus dur à habiller. Ouais. Voilà, un peu plus dur à habiller parce que ils veulent des vêtements qui sont vraiment, on voit pas ta musculature et tout. Malheureusement frérot, on fait beaucoup de traction, hein. Donc voilà, et puis on va pas accepter de maigrir juste pour une campagne où on prend 2000 balles. Parce que en fait, je me suis pas tué pendant 10 ans pour avoir un physique, pour le perdre au bout de 3-4 mois pour 2000 €. Tu vois, je vais pas me travestir pour de l'argent. Je vais garder ma dignité encore une fois. Et ça fait partie de mon identité. Donc, on avance comme on peut. Dieu est avec nous. On fait quand même des bonnes campagnes. Tu vois, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire une campagne pour Columbia. Via les réseaux sociaux, via book.com, il y a plein d'alternatives de toute façon. Et ces gens-là, ils vont pas m'arrêter. J'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire. Détermination. Toujours. Détermination. C'est bien parce que toi, j'ai l'impression que tu lis mes questions en avance. Là. tu réponds assez rapidement. Moi, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote inspirante et motivante qui a pu t'arriver dans le sport. Parce que nous, on se connaît encore une fois, mais tout le monde ne te connaît pas. Ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'on conclue un petit peu avec quelque chose, un truc qui serait intéressant que tu puisses nous raconter, et qui va nous motiver, qui va résumer un peu Virgile, c'est qui, c'est quoi, et qui va pouvoir inspirer d'autres personnes aussi. Là, c'est sur ma vie privée. Donc, ça m'est arrivé l'année dernière. Donc, moi, l'année dernière, j'ai subi une tentative d'assassinat, de meurtre à mon égard. Donc moi je travaille dans la sécurité privée depuis maintenant 2 ans. Donc j'étais au boulot dans une boîte de nuit lyonnaise. Et en faisant donc mon travail à la fin de l'événement, il y a un gars qui s'est pris la tête avec un autre gars dans la boîte. Ils s'en sont vite arrivés aux mains. Et en fait, faut se dire que ce gars-là du coup est rentré calibré. Il avait un calibre 12, donc il a sorti son arme et il a pointé sur la tête du gars. Moi, je fais avec mes potes, on est comme ça. Au début, on se dit c'est un paintball, c'est quoi, tu vois. Et puis quand tu réalises que c'est une vraie arme, t'as l'adrénaline qui monte et tout. Moi, je suis pas quelqu'un de craintif. Ça veut dire que si c'est mon jour, c'est mon jour. Voilà. Donc j'ai fait ce qui me semblait le plus juste, c'est-à-dire faire en sorte que la personne ne prenne pas une balle dans la tête. Donc on s'organisait un peu avec mes collègues, machin, on a réussi à faire en sorte qu'il range son arme, mais il était un petit peu éméché, mais pas trop quand même, il savait un peu ce qu'il faisait, et en fait moi j'avais cette pression à évacuer sur lui, parce que pour moi c'est pas normal de rentrer dans une boîte de nuit et de menacer des gens avec une arme. Donc je m'en suis pris à lui verbalement, et il a pas kiffé. Voilà, c'est un gars qui est profil psychologique très instable, très instable. N'aime pas qu'on lui dise des choses normales, comme va te laver les dents par exemple. Si tu lui dis ça, je pense que t'es mort. Donc il a pas kiffé mon comportement, et en le libérant de la boîte, parce qu'il y avait encore des civils dans la boîte, en le faisant sortir de la boîte pour attendre entre guillemets que la police arrive, il a ressorti encore son arme sur la personne avec qui il s'était embrouillé en début de soirée. Et en fait, moi, là, j'ai craqué, tu vois. Donc, je lui dis, range ton arme. Et en fait, il a craqué. Et il était à 4 mètres. Donc, en fait, là, aujourd'hui, je serais pas en train de vous parler si j'avais pas eu un collègue de taf que je remercierais à vie, Nino, qui avait pas eu l'intelligence de faire le tour de la voiture, sentant que ça allait déraper, pour, au moment où il me tire dessus, lever l'arme. Donc, du coup, j'ai pris une balle ici, pour m'être protégé au niveau de la tête, et j'ai pris une balle dans le grand trochantier au niveau de la hanche quand Romain il a levé l'arme, et du coup ça fait mal, j'imagine. Moi qui regardais les films Rambo et tout, du coup j'ai pris une balle, donc ça va, c'est un petit calibre. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai une bonne musculature, donc ma musculature et que le calibre de la balle n'était pas très gros, a un peu freiné, sinon je vous explique que ça m'aurait traversé en bas, ça m'aurait littéralement coupé les testicules et je me serais littéralement vidé de mon sang au bout de 2 minutes. Même si les pompiers étaient déjà sur place, je serais mort. Donc derrière moi je rentre en boîte, je me déshabille, je vois que j'ai une balle, je me dis putain c'est quoi ce délire. Et la mentalité Virgile, c'est
Moi, je suis quelqu'un, quand j'aime les gens, je vais parfois plus penser à eux qu'à moi. Et moi, je me dis, putain, il y a mon collègue qui vient de me sauver la vie, là. Il était en train de se battre avec lui, le temps que moi, je rentre me couvrir, tu vois. Est-ce qu'il a pris une balle, en vrai, lui? Imagine, là, tu sors, il est mort. Tu fais quoi? Et moi, dans l'adrénaline, je me rhabille, tac, je sors. Je commence à me dire, vas-y, lui, je vais le tuer, clairement. Et là, je vois, Dieu merci, hein. Nino, c'est un gars, il sait se battre, il sait se défendre. Donc, technique du jiu-jitsu, maîtrisé, gars au sol, l'arme plus loin. J'ai un collègue aussi junior qui m'a tiré dans la boîte et qui s'est pris une balle dans le mollet, tu vois. Donc ouais, un truc de fou, moi, plein de colère, plein de hargne, je veux le taper, je veux me le faire, ils sont 8 sur moi, mais j'ai une balle dans le corps, je commence à avoir mal. Vas-y, j'ai les réflexes, je commence à appeler des proches pour les prévenir, etc. Dieu merci, ma daronne, elle est partie avant parce que je pense que je l'aurais fait faire une syncope en Côte d'Ivoire. Mon beau-père, je crois, il va découvrir que je me suis pris une balle grâce à ce podcast parce que je l'ai même pas dit. Et ouais, la mentalité Vergil, c'est quoi? Je rentre à l'hôpital, je me fais opérer le jour même. Et moi, en fait, j'ai la mort. Je me dis, putain, tu devais travailler en sécurité aux Jeux Olympiques. Tu devais prendre voilà l'étal pour les investir dans plein de trucs et tout. Là, tu vas faire quoi? Tu vas rester chez toi, là à procrastiner avec un pied que t'es obligé de lever. Je fais quoi? Et en fait, je me fais opérer le dimanche. Je vous jure, les gars, le lendemain, 16h30, c'était en plein été, je suis au Bergeron. Il faut absolument que je sache si je suis capable de faire des muscle-up avec une jambe en moins. Mais je vous parle, je suis en béquille, ma jambe ne bouge plus. C'est-à-dire que je suis là, j'avance, je suis un estropié, tu me pousses, je suis mort, je m'assois, j'ai mal, je me lève, j'ai mal, je prends pas les antidouleurs parce que ça me shoot. Je prends juste les médicaments pour traiter la blessure, enlever les toxines et tout. Ça shoot aussi. Et en fait, je suis là, je suis plein de nerfs. Et je me rends compte que je peux faire les tractions. Je me dis, putain, les muscle-up, ça glisse. Le front, ça glisse. Le gars, il a une balle dans le corps, il va faire des muscle-up, quoi. Et ouais, les gens, je me rappelle, les gens sur les quais, ils me voient arriver, ils collent. Et ils me disent, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et moi, je suis pas un gars, j'aime pas trop raconter ma vie aux gens comme ça. Donc, je leur dis, ouais, il m'arrive un accident et tout. Mais ceux qui me connaissent et qui savent ce qui m'est arrivé, ils me disent, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'étais pas censé être chez toi et tout. Mais en fait, c'est ça la mentalité Vergil, c'est. Moi, j'ai une daronne qui a fait la guerre pour me récupérer. J'ai pas eu une enfance facile avec mon père qui avait la main facile sur moi. Je vais pas abandonner pour une balle que j'ai pris dans le corps qui en plus, Dieu il a décidé que c'était pas mon heure, tu vois. Donc fais ce que tu sais faire le mieux pour avancer, et en vrai ce que tu sais faire le mieux dans ta vie pour avancer, c'est de faire du sport. Donc va faire du sport, va soulager ta conscience. Et puis voilà, j'avais la mort aussi, tu vois. Je me dis, comment il a voulu me tuer alors que je lui ai rien fait, tu vois. Du coup, t'as le seum, le gars, tu peux même pas le frapper, il est en prison, tu peux pas l'insulter, tu peux rien faire, t'es convalescent, donc tu peux même pas... Tu sais, mentalité du gars du mec, tu vois, t'as envie de lui faire un truc, tu vois. Et vas-y, en fait, j'évacue tout ça dans le sport. Et ouais, je commence ma guérison comme ça, hein. Et en vrai, je me dis, vas-y, il faut que j'apprenne à remarcher vite, il faut que j'apprenne à recourir vite. Et en fait, quand tu es sportif et que tu te rends compte que du jour au lendemain, tu peux rien faire, tu peux pas courir après un bus, tu peux pas prendre la voiture, tu peux pas... Vas-y, t'as vite envie de revenir au meilleur niveau, tu vois. Et en fait, ouais, c'est ça, la mentalité Vergil, c'est on n'abandonne pas. On peut douter, douter de soi-même, on peut parfois tomber, mais... Moi, j'ai pas envie d'avoir un enfant demain, que ce soit un garçon ou une fille, et de le regarder comme ça et de pas savoir lui dire quoi faire quand il va être en période de doute, tu vois. Je veux même pas lui dire quoi faire. Je veux qu'il se dise, mon daron là, il a pris des balles en vrai, lui. Hein. En plus, il a pris des balles. L'année d'avant, il perd sa mère. Bon, moi, il m'arrive pas grand chose là en vrai de vrai. Je vais même pas le solliciter le daron. Tu sais quoi, je vais prendre exemple sur lui, je vais remonter la pente. Voilà, moi, c'est ça. Et puis, vas-y, j'ai une famille qui compte sur moi. Moi, j'ai la chance de vivre en Europe. J'ai un grand frère, j'ai une grande sœur. Ok, ils se débrouillent très bien là où ils sont, tu vois, au pays. Mais ils comptent sur moi quand même. Je suis ce petit espoir qu'une famille d'Africains qui n'a pas forcément beaucoup de moyens va mettre, tu vois, dans la tête de plein de gens de ma famille. Je suis en France, je suis riche, tu vois. Alors que je suis très loin d'être riche.
Je suis très très loin d'être riche. C'est en cours, mais je suis très loin d'être riche. Je suis peut-être riche de cœur, mais je suis pas du tout riche financièrement, tu vois. C'est en cours. Donc, ouais, tu peux pas abandonner en vrai de vrai. Tu peux pas abandonner. Et comme l'a dit Loops dans son podcast, nous, on veut investir, on veut faire beaucoup de choses. On veut se regarder dans une glace. On veut être ce père de famille qui tient les rênes, qui inculque des bonnes valeurs à ses enfants, Puis je veux une bonne vie en vrai de vrai. Tu vois, moi j'ai de la chance d'avoir une bonne vie entre guillemets. Mon père il était pas à plaindre financièrement, ma mère et mon père non plus. Bah moi je veux ça aussi pour mes enfants, tu vois, mais je veux plus. Je veux plus. Moi je veux être le genre de parent. Je vais peut-être pas acheter l'iPhone 18 là à mon gamin qui a 10 ans, mais vas-y, tu veux voyager, viens on va en Afrique. Viens, je t'emmène en Namibie, viens, je t'emmène en Côte d'Ivoire, viens, je t'emmène au Japon, viens, je t'emmène là-bas. Je veux pas regarder mon compte en banque quand je l'emmène en vacances, tu vois. Je veux qu'il ait une meilleure vie que moi plus tôt. Et puis, nous, on est issus de la génération où nos darons, ils avaient peur quand on était fort dans un sport et qu'on venait nous chercher chez nous pour dire, ouais, votre fils, il est fort, on veut le prendre au centre de formation. Ah, mais les diplômes, moi, je veux qu'il ait des diplômes. Moi, je veux avoir tellement d'argent que si demain mon gamin il est fort dans un domaine scientifique, on vient chez moi, on toque, monsieur Anassé, votre fils ou votre fille, elle est... Ah ouais, ça coûte combien? Toi, tu vas t'asseoir autour de la table, regarde, je vais lâcher 10K pour toi, t'as intérêt à aller jusqu'au bout, sinon tu vas voir, tu vois. Je veux pas que mon gamin... C'est mort, je veux être cette dernière génération-là dans ma famille où financièrement, on n'a plus de problème. Donc, on fait de l'acting. L'année prochaine, si tout va bien, je deviens propriétaire en France parce que j'ai déjà un patrimoine en Côte d'Ivoire. Et voilà. Hein. La mentalité Virgile, c'est ça. Hein. C'est on lâche pas, on n'abandonne pas. Comme j'ai dit, on tombe, mais on se relève et puis surtout, on reste authentique. On fait pas des choses pour que les gens se disent « Ouais, il a fait ci, il a fait ça. » Non, on fait les choses pour nous. Moi, j'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui, des fois, déjà là, dans le sport, ils vont parler de moi comme une légende. Je suis pas une légende en vrai de vrai. Mais si je t'ai inspiré à ce stade-là, tant mieux. Parce que tu m'as vu gagner mon championnat de France, tu nous as vu prendre nos jokes, tu nous as vu dans des vidéos à des millions de vues, tu nous as vu gainer comme jamais, tu vois. Voilà, ça c'est la mentalité que j'ai et que je veux inspirer et voilà, qui même me suivent, tout simplement. Ok. C'était le mot de la fin, hein, je pense. Hein. Voilà. Virgile, merci pour ton partage. Ouais. J'espère que toi, ça t'a fait plaisir de faire ça avec nous aujourd'hui. J'espère que ton partage d'expérience va en inspirer bien d'autres. Nous, on te connaît, donc on a pu prendre cette aspiration et cette inspiration en te côtoyant. Mais voilà, le but aussi du podcast, c'est de pouvoir partager ça avec quelqu'un d'autre. Rapidement, est-ce que tu as un nom de quelqu'un que tu verrais bien dans le podcast? Rapidement, hein. Comme ça, là, tu me prends dépourvu, toi. Ah il faut dire les termes. Hein. Je pense un gars comme Nassim Saïli, ça pourrait être pas mal. Ou même un Alex de Body Time, ça pourrait être bien. Ok, c'est noté. Ouais. On va les DM. Ouais. Merci à toi, Virgile. Merci à toi, mon frérot. Merci d'avoir suivi le podcast. J'espère que ça vous aura inspiré, ça vous aura donné de la force dans vos différentes situations de vie. Et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt.